L'employeur peut-il licencier un salarié en raison de l'éloignement du domicile du salarié de son lieu de travail? Eh bien, cette question, elle était encore inédite dans la jurisprudence et pour la première fois, une cour d'appel a statué sur ce point, c'est la cour d'appel de Versailles. Et vous voyez que c'est une question qui est très importante parce que avec le développement du télétravail, il y a pas mal de salariés qui choisissent des domiciles qui sont très éloignés, à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de travail et qui viennent télétravailler un jour ou deux. Et quand on lit la presse, parce que c'est un arrêt qui a fait couler beaucoup d'encre, on vous dit cet arrêt pourrait faire jurisprudence. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Cet arrêt ne fera pas jurisprudence et on va analyser le raisonnement de la cour d'appel et vous allez voir que rien ne tient dans ce raisonnement. Si vous voulez retrouver cet arrêt de la cour d'appel, vous trouverez le lien PDF sous cette vidéo. Vous retrouverez également le lien vers la présentation qui se déroule devant vous, comme ça vous pourrez la relire à tête reposée. Euh, en résumé, qu'est-ce que nous dit la Cour d'appel? La Cour d'appel de Versailles, elle nous dit l'employeur peut s'opposer à ce que le salarié déménage loin de son lieu de travail. Et la Cour d'appel ajoute ensuite le refus du salarié de rapprocher son domicile de son lieu de travail, ça constitue une faute qui justifie son licenciement. Et aucune de ces deux propositions n'est vraie. Alors, reprenons rapidement hein, le raisonnement de la cour d'appel, c'est un arrêt qui est assez long, ça c'est juste la partie qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'était passé? Le salarié déménage en 2018 en Bretagne, la société, le siège social de la société se trouve en Île-de-France, il déménage en Bretagne, et apparemment il a eu aussi des jumeaux à cette période-là. Un an après, l'employeur découvre, enfin prétend découvrir ce changement de domicile et l'employeur lui dit non, afin de garantir votre sécurité, je vous demande de revenir, de rétablir votre domicile en région parisienne. Le salarié refuse et l'employeur avance comme argument que, en raison de ce déménagement en Bretagne, d'accord, il a déménagé effectivement en Bretagne à 442 km du siège social, eh bien ces temps de trajet pour se rendre dans l'entreprise était devenu trop important, 4h30 en voiture, 3h30 en train. En plus, c'était un salarié qui travaillait apparemment, qui faisait aussi beaucoup de missions à l'étranger, donc évidemment, la distance entre son domicile et les aéroports de Roissy et d'Orly, c'était à minima en transport en commun 3h30, donc encore une fois, des temps de trajet astronomiques. Encore plus encore, le salarié dans un mail après la naissance de ses jumeaux, avait évoqué sa fatigue et il avait demandé à être rattaché non plus au siège social, mais à une agence qui se situait en Bretagne, et l'employeur a refusé de ce point de vue-là. Et là, le passage essentiel de l'arrêt, il est là, c'est ces trois paragraphes-là. Le premier temps du raisonnement de la Cour d'appel, c'est de dire, voilà, cette distance excessive ne peut pas être accepté par l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur, il pèse sur lui une obligation de sécurité. D'accord? Donc en raison de l'obligation de sécurité de l'employeur ne peut pas permettre aux salariés ce choix de domicile très très loin. Mais aussi, le salarié lui-même, il a une obligation de sécurité qui pèse sur lui, et en raison de cette obligation de sécurité, cet éloignement du domicile de son lieu de travail n'est pas acceptable. Donc l'obligation de sécurité du salarié, concernant la santé du salarié, interdit ce choix du domicile trop loin de son lieu de travail. Et cette atteinte, nous dit la Cour d'appel, elle n'est pas disproportionnée. D'accord? Cette atteinte aux libertés du salarié, elle n'est pas disproportionnée, si bien que le refus du salarié, c'est un refus fautif, d'accord? Et cette faute, elle justifie son licenciement. Donc on va reprendre ces trois temps du raisonnement, d'accord? Est-ce que cette justification, elle est valable? Est-ce qu'il y a bien un rapport de proportionnalité? Et enfin, est-ce qu'il y a une faute? Alors, pourquoi il y a ces trois temps du raisonnement et pourquoi ils s'enchaînent de cette manière-là? Il faut savoir que le choix du domicile, c'est une des composantes de la vie privée, que la vie privée, elle est garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien que lorsque l'employeur demande au salarié de rapprocher son domicile de son lieu de travail, eh bien l'employeur va bien porter atteinte à une liberté fondamentale du salarié. Et dès lors qu'on est en matière de liberté fondamentale, il y a un article du Code du travail qui s'applique, c'est l'article 11.21.1 dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Cet article, vous pouvez le lire ici, je vous le synthétise. Trois idées à retenir. L'employeur peut toujours porter atteinte aux libertés fondamentales d'un salarié. Simplement, il peut le faire à deux conditions qui sont
cumulative. Première condition, il faut que l'atteinte soit justifiée. Et là, quand on se pose la question de la justification, on se demande quel est le but qui est poursuivi par l'employeur. Il faut que ce but soit légitime. Et deuxièmement, il faut que l'atteinte soit proportionnée. On essaye de faire en sorte que si on peut arriver au même résultat par des moyens moins intrusifs, à ce moment-là, il aurait fallu préférer ces moyens-là plutôt que d'avoir recours à une atteinte à la liberté fondamentale du salarié. Et tout l'arrêt de principe de la Cour de cassation là-dessus, c'est un arrêt de 99 qui vous dit bien que le libre choix du domicile personnel et familial du salarié, c'est bien un attribut de la vie privée de l'article 8 de la CEDH. Et donc, si l'employeur entend porter une restriction à cette liberté, cette restriction, nous dit la Cour de cassation, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et elle doit être proportionnée compte tenu de l'emploi occupé et du travail qui est demandé aux salariés. Donc, voyons cette justification. La justification que retient la Cour d'appel et que le Conseil de prud'homme avait retenue auparavant, c'était cette obligation de sécurité, ces deux obligations de sécurité. La première obligation de sécurité, c'est l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Cette obligation de sécurité, elle est définie à l'article 41-21-1, qui vous dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est une idée qui est très simple. C'est que à partir du moment où le salarié effectue sa prestation de travail, à partir du moment où il commence à travailler, eh bien, il travaille sous la direction de l'employeur. D'accord, c'est la définition même du contrat de travail, c'est que l'employeur, il a un pouvoir de direction sur le salarié. Mais le corollaire de ce pouvoir, c'est que l'employeur, il doit veiller à la sécurité et à la santé du salarié. Donc, vous voyez, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, elle participe de cette logique-là. Et si un salarié est victime d'un accident lorsqu'il est sur son lieu de travail, lorsqu'il est sous la subordination de l'employeur, eh bien c'est un accident du travail. Et si l'employeur il a négligé son obligation de sécurité, eh bien la Cour de cassation nous dit on est alors en présence de ce qu'on appelle une faute inexcusable. J'ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube à ce propos. Je vous renvoie là-dessus. D'ailleurs, voilà les deux vidéos. Je vous rementionnerai les liens sous celle-ci. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous dire? C'est que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, eh bien, elle est cantonnée à l'exécution du contrat de travail. Elle ne déborde pas au-delà, avant la prise de poste ou après la prise de poste, d'accord? L'obligation qui pèse sur l'employeur, elle ne pèse sur l'employeur qu'à partir du moment où le salarié est sous sa direction. D'accord? Et je reprends l'exemple de l'accident. Si vous avez un accident sur votre lieu de travail, c'est un accident du travail. Si l'employeur n'a pas pris les mesures pour que l'environnement de travail soit safe, eh bien, on est en présence d'une faute inexcusable. En revanche, si le salarié, il est victime dans les transports en commun durant son trajet jusqu'à son lieu de travail, il est victime d'un accident, d'une agression ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle un accident de trajet. C'est pas un accident de travail, c'est un accident de trajet. Et la Cour de cassation a toujours dit, il n'y a jamais de faute inexcusable de la part de l'employeur lors de l'accident de trajet. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque le salarié fait son trajet, eh bien, l'employeur n'a aucun pouvoir de direction sur le salarié. Le pouvoir de direction, il est cantonné à l'entreprise. Si bien que l'obligation de sécurité de l'employeur, comme elle est mesurée à l'aune du pouvoir de direction de l'employeur, cette obligation de sécurité, elle n'existe que pour autant que le pouvoir de direction de l'employeur peut lui aussi exister. Et vous voyez qu'en dehors du travail, il n'y a pas de pouvoir de direction de l'employeur sur le salarié. Donc dire que l'éloignement du domicile au lieu de travail pour le salarié, ça occasionne des grands trajets et donc ça va engendrer un manquement de l'employeur à sa propre obligation de sécurité, c'est totalement faux. Ça voudrait dire qu'en fait, il existe une obligation de sécurité qui est déconnectée du pouvoir de direction de l'employeur. C'est aberrant. Mais vous allez voir. Et justement, je me suis un peu emballé et j'ai pas fait défiler le texte assez vite. L'autre argument qui est, à mon sens, absolument imparable, c'est écrit dans le Code du travail, c'est que le trajet, ça n'est jamais du temps de travail. D'accord? C'est l'article 31-21-4 qui vous dit le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Autrement dit, l'employeur n'exerce pas son pouvoir de direction pendant le trajet du salarié.
Donc il n'y a absolument aucune obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis du salarié pendant son trajet. Alors, ce que disait le salarié, c'est que en raison de ces trajets très importants, le salarié, il arrivait fatigué au travail. Et c'est cette fatigue du salarié au travail qui empêchait l'employeur de respecter son obligation de sécurité. Sauf que si on commence à raisonner comme ça, un salarié, il peut être fatigué parce qu'il fait des longs trajets, il peut être fatigué parce qu'il est sorti en boîte de nuit pendant la semaine, il peut être fatigué parce qu'il a fait du binge-watching de séries Netflix, il peut être fatigué parce qu'il a gamé toute la nuit en ligne. Vous voyez, la fatigue du salarié, ça n'est jamais, et Dieu soit loué, entre guillemets, ça n'est jamais un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Donc vous voyez que tout le raisonnement de la cour d'appel qui dit les temps de trajet du salarié ont occasionné à celui-ci une fatigue qui empêche l'employeur de respecter son obligation de sécurité, mais voilà, ça tient même pas la route. Ce qui est le cas de le dire pour les accidents de trajet. Voyons maintenant l'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié. Donc ça, c'est un autre article du Code du travail qui vous dit, cette chose assez évidente, que chaque salarié doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que la santé et la sécurité des autres collaborateurs avec qui il travaille, de toutes les personnes avec qui il est en contact sur son lieu de travail. Mais encore une fois, c'est comme pour l'employeur. L'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié, elle est cantonnée à l'exécution de sa prestation de travail. D'accord? Quand le salarié est en train de faire un trajet, il ne peut pas manquer à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses collègues. Tout simplement parce qu'il est seul dans sa voiture. Ou dans les transports en commun, d'ailleurs. Donc l'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié, elle ne déborde pas plus du contrat de travail que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Et si on reprend les deux composantes de cette obligation de sécurité, la première composante, c'est le salarié doit protéger les autres salariés, d'accord, de situations de danger. Et l'idée toute bête, c'est que lorsqu'il est en train de travailler, le salarié ne doit pas mettre en danger ses collaborateurs. Mais là, c'était même pas évoqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le salarié, quand il était au siège social de l'entreprise, il était dans un showroom d'imprimantes. Donc vous voyez qu'a priori, c'est pas un métier super dangereux. C'est peut-être pas généralisable à tout. C'est-à-dire qu'il y a des arrêts, par exemple, pour les pilotes d'avion, les pilotes de navires, où on dit non, il faut que et on peut faire d'ailleurs des contrôles d'alcoolémie ou de prise de stupéfiants avant la prise de poste, parce que justement, là, la fatigue du salarié, son état de santé, etc., peuvent avoir une énorme influence, peuvent créer des risques pour les autres salariés ou pour les clients de l'entreprise. Donc il y a certaines entreprises, mais qui sont très particulières, où effectivement la fatigue du salarié peut influer entre guillemets sur son obligation de sécurité. Mais vous voyez bien que dans la quasi-totalité des autres cas, la fatigue d'un salarié, c'est pas ça qui met en danger la santé des autres salariés. Et là ici, c'était même pas évoqué. Voyons maintenant, est-ce que la fatigue, ça peut entraîner un manquement du salarié à sa propre obligation de sécurité de veiller sur sa propre santé. Et là, encore, l'idée du Code du travail, elle est très simple. C'est que le salarié, quand il effectue sa prestation de travail, il ne doit pas se mettre en danger. Et là, vous voyez que la Cour d'appel, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que, en raison des trajets qu'il effectuait, le salarié se mettrait en danger parce qu'il arrive fatigué au travail. Non mais si on commence à raisonner comme ça, si vous mettez à la place de l'employeur, si je suis un employeur, moi je vois un salarié qui fume, je le licencie. Un salarié qui fume, il met sa santé en danger, parce que fumer, ça tue. C'est marqué en assez gros sur les paquets de cigarettes. Donc un salarié qui fume, il ne respecte pas sa propre santé, je le licencie pour faute grave. Un salarié qui boit, pareil. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Un salarié qui sort en boîte de nuit, qui arrive complètement décalqué le lendemain matin, qui arrive fatigué dans l'entreprise, mais on le licencie aussi pour faute grave. Vous voyez que la fatigue, en plus, c'est un truc, mais c'est évanescent. Comment on mesure la fatigue de quelqu'un? Donc vous voyez que là, le raisonnement de la cour d'appel, il est extrêmement dangereux, parce que l'obligation de sécurité du salarié vis-à-vis de lui-même, ça devient un prétexte pour l'employeur afin de faire une inquisition dans la vie du salarié pour prendre n'importe quel prétexte, entre guillemets, pour licencier ensuite le salarié. Donc la solution de la cour d'appel, elle est, d'abord, elle revient à considérer que
l'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié, elle déborde le contrat de travail, et en plus, grâce à ça, ça permettrait à l'employeur de prendre n'importe quoi dans la vie du salarié, qui fume, qui boit, qu'il a des longs trajets, on ne sait pas le nombre de prétextes qui pourraient être invoqués, pour ensuite licencier un salarié, et qui plus est, le licencier pour une faute disciplinaire. Donc vous voyez que la justification, si on synthétise tout ça, d'accord, la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle nous disait? Cette distance excessive, elle ne peut pas être acceptée par l'employeur en raison de son obligation de sécurité, ce qui est totalement faux, et ça, c'est justifié aussi également en raison de l'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié, ce qui est encore plus faux. D'accord? Donc vous voyez que l'élément central, d'accord, c'est la première condition. Je vous ai dit que quand il y a une atteinte aux libertés fondamentales, il faut d'abord que l'atteinte soit justifiée, et ensuite seulement on se pose la question de savoir si elle est proportionnée. D'accord? Et les deux conditions sont cumulatives. Donc vous voyez qu'à la première condition, est-ce qu'il y a une justification? Est-ce que la justification avancée par l'employeur, elle est valable? Cette justification, elle n'existe même pas, elle ne résiste pas à l'examen. Donc déjà, on pourrait s'arrêter là et dire cet arrêt, il ne fera jamais jurisprudence. Mais voyons ensuite, est-ce que cette atteinte, elle est proportionnée? Supposons que la justification soit valable, voyons, est-ce qu'elle est proportionnée? Et alors, la jurisprudence de la Cour de cassation là-dessus, je vous ai rappelé les arrêts les plus importants, les arrêts que vous retrouvez dans tous les codes. Vous avez le premier arrêt de 99 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui nous dit bien que la proportion, le rapport de proportionnalité, on l'apprécie au regard de quoi? Au regard de l'emploi qui est occupé par le salarié et au regard du travail que lui demande son employeur. Là, ici, c'était un salarié, quand il était dans le showroom, c'était un showroom qui visait à mettre, voyez, en avant des imprimantes. Qu'un salarié soit fatigué pour faire fonctionner une imprimante, vous voyez, c'est pas trop problématique, je pense. Et vous avez aussi deux arrêts qui me semblent très importants, c'est sur les clauses de résidence. D'accord? Les clauses de résidence, c'est les clauses dans un contrat de travail où l'employeur dit vous devez vivre à tel endroit. Soit c'est dans l'enceinte de l'entreprise, soit c'est dans le deuxième arrêt, c'était à 200 mètres de son lieu de travail. Il devait ouais, son logement devait être à 200 mètres du lieu de travail. Et la Cour de cassation, dans les deux cas, vous dit bien, il y a bien une atteinte à la liberté fondamentale du salarié. Cette atteinte, d'accord, elle n'est pas justifiée si le salarié peut exécuter ses tâches en résidant ailleurs que sur son lieu de travail. Et là, en l'occurrence, il avait déménagé à 20 km de son lieu de travail, donc il avait 25 minutes de temps de trajet, d'accord? Et il s'occupait apparemment, c'était une association de personnes, enfin c'était un psychologue, donc il avait peut-être besoin de faire des interventions rapides sur des personnes qui étaient un peu en crise, etc. Et la cour d'appel, la cour de cassation a dit, cette clause qui lui imposait de vivre à 200 mètres de son lieu de travail, elle n'était absolument pas justifiée par la nature de son travail, elle n'était pas proportionnée au but qui était recherché, c'est-à-dire l'intervention rapide auprès de patients au sein de l'association. Donc vous voyez que la Cour de cassation, elle apprécie très strictement ce rapport de proportionnalité, et surtout, pour apprécier ce rapport de proportionnalité, on doit regarder quel est l'emploi occupé, quel est le travail qui est demandé aux salariés. Et la Cour d'appel, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'atteinte, elle est pas du tout disproportionnée au regard de l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité du salarié. Sauf que non, juste non. Il fallait se poser la question de savoir quel est le travail qui est occupé par le salarié, quel est le travail que l'employeur lui demande. Est-ce que ce travail justifie que le salarié soit, vous voyez, avec une attention parfaite et une absence de la moindre trace de fatigue? Est-ce que ce salarié, il pilotait un avion, une fusée, un navire? Là, dans ces cas-là, oui, il fallait qu'il soit parfaitement alerte. Est-ce qu'il était à mesurer, vous voyez, le degré de radioactivité dans une centrale nucléaire? Là, oui, on peut s'attendre à ce que le salarié soit en pleine forme. Mais pour faire fonctionner une imprimante, ma foi, c'est pas justifié. Donc vous voyez que le raisonnement de la Cour d'appel sur la proportion, le rapport de proportionnalité, il est en réalité inexistant. La Cour d'appel ne fait que répéter ce qu'elle a dit juste avant. Donc, vous voyez, le rapport de proportionnalité n'a pas été examiné par la Cour d'appel. On en arrive enfin, et c'est la conclusion du raisonnement de la Cour d'appel, c'est que le licenciement du salarié repose sur une faute. La faute, c'est quoi? C'est d'avoir refusé de de rapprocher son domicile de l'Île-de-France. Et alors là, voilà, j'ai déjà parlé de cette jurisprudence dans une précédente vidéo sur
Est-ce qu'on peut licencier un salarié pour une absence de passe sanitaire? Donc je vous renvoie à cette vidéo où j'analyse cette jurisprudence vraiment en détail. Je vous rappelle juste les deux arrêts les plus importants. C'est l'arrêt de 91, où la Cour de cassation nous dit bien on ne peut pas licencier un salarié à partir d'un élément de sa vie privée. Le seul cas dans lequel on peut le faire, c'est si cet élément tiré de la vie privée, ça crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Dans cet arrêt de 91, c'était un agent, c'est un salarié d'une entreprise de sécurité, d'accord, dans une petite ville de province, et cet agent de sécurité, il avait été pris la main dans le sac en train de voler dans un supermarché. Donc là, vous voyez bien que dans une petite ville, ce fait divers, il avait fait grand bruit et il avait créé un trouble caractérisé pour cette entreprise de sécurité. Donc là, la Cour de cassation nous dit un élément de la vie privée peut faire l'objet d'un licenciement parce qu'il y a ce trouble caractérisé dans l'entreprise. Et la chambre mixte de 2007, rappelez-vous, c'est le salarié qui recevait des revues porno et échangistes sur son lieu de travail. Eh bien, la chambre mixte de la Cour de cassation, donc c'est plusieurs chambres réunies, dans cet arrêt de 2007, qui constitue la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, nous dit que le trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise et la faute, ce sont deux registres de licenciement distincts, d'accord? Un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire, d'accord? Le trouble objectif, c'est une cause de licenciement, la faute du salarié, c'est une autre cause de licenciement. Et ce que nous dit la Cour de cassation à la fin de cet arrêt, c'est qu'un élément tiré de la vie privée ne peut pas faire l'objet d'une sanction de la part de l'employeur vis-à-vis du salarié. Donc un élément de la vie privée, ça peut être sanctionné au titre du trouble objectif que ça cause dans l'entreprise, mais un élément de la vie privée, ça ne peut pas être sanctionné au titre d'une faute du salarié. Autrement dit, un élément de la vie privée, c'est une cause réelle et sérieuse objective de licenciement, ça n'est jamais un licenciement disciplinaire. Et ici, qu'est-ce qui se passe dans notre arrêt? Il n'y a pas de clause de domiciliation. Donc, se pose même pas la question de savoir est-ce que le salarié, il a manqué, il n'a pas respecté la clause de son contrat de travail concernant la domiciliation, puisqu'il n'y a pas de clause de domiciliation. Donc, le choix du domicile du salarié, ça ne peut pas être un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Ça, c'est impossible. D'accord? C'est pas une faute, ça n'engage pas sa responsabilité contractuelle. Et, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas le choix du domicile qui est sanctionné. C'est les conséquences que ce choix engendre, qui constitueraient un manquement du salarié à l'obligation de sécurité de l'employeur et à l'obligation de sécurité qui pèse sur le salarié lui-même, en raison de cette fatigue. D'accord? Mais la fatigue, ça peut même pas être considéré comme une cause réelle et sérieuse. La cause réelle et sérieuse, c'est, vous voyez, c'est l'idée simplement de dire que le licenciement, il doit reposer sur quelque chose de tangible. Or, l'état de fatigue de quelqu'un, c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de sérieux. D'accord? C'est comme la Cour de cassation a toujours considéré que l'incompatibilité d'humeur, vous voyez, c'est pas une cause réelle et sérieuse parce qu'on peut pas identifier ce qui constitue une incompatibilité d'humeur entre deux personnes. Eh bien, l'état de fatigue de quelqu'un, c'est pas quelque chose de tangible que l'on peut mesurer. Vous voyez, on peut mesurer un taux d'alcoolémie, on peut mesurer une prise de stupéfiants, mais on ne peut pas mesurer l'état de fatigue de quelqu'un. Et si on devait licencier les gens parce qu'ils sont fatigués, mais moi, tous les matins, je me ferais licencier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui correspond à rien. Donc, la fatigue, c'est pas une cause réelle et sérieuse, et c'est encore moins une faute. Donc, vous voyez, on peut pas dire le choix du domicile, il est fautif, puisque c'est un élément qui est tiré de la vie privée. Et la fatigue qu'engendrerait ce choix du domicile et les trajets qui en découlent, eh bien, cette fatigue, c'est pas une cause réelle et sérieuse, et donc, a fortiori, ça ne peut pas constituer une faute qui justifierait un licenciement. Et la Cour d'appel, soyons fous, nous dit, la faute reprochée au salarié est établie. Mais voilà, il y en a qui osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc la Cour d'appel de Versailles, elle est connue comme étant pro-employeur. Et là, vous voyez que la solution qu'elle a rendue, c'est une caricature de ça. C'est une caricature de comment essayer de donner raison à un employeur, alors que juridiquement derrière, mais il n'y a rien qui tient, quoi. Il suffit de réfléchir à un moment donné, mais pas beaucoup, à chacune des propositions du raisonnement juridique qui est retenu, et vous vous rendez compte que
cet arrêt, il va être cassé par la Cour de cassation, et je vous commenterai l'arrêt de la Cour de cassation quand cet arrêt sera rendu. Je vous remercie pour votre attention pour une vidéo qui était peut-être un peu longue, sur un ordinateur en plus qui n'est pas mon ordinateur habituel, donc j'espère que la qualité de la vidéo est à peu près correcte. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo, à bientôt.